l'époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour à tous et à toutes, je suis Claire, stagiaire pour le blog Floraison. Aujourd'hui, nous allons parler du milieu carcéral, de son système judiciaire et de son monde. Nous allons rencontrer Julia, étudiante en droit pénal et criminologie, membre du GENEPI. Elle fait ses recherches sur les violences conjugales. Julia, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est ça, moi, je suis étudiante en Master 2 de criminologie après avoir fait du droit pénal. Et j'ai milité au GENEPI pendant 1 an avant de rejoindre à temps plein le GENEPI. Donc j'ai travaillé dans cette association l'année dernière et là je milite à nouveau de manière un peu plus sporadique. Donc le GENEPI, pour celles et ceux qui connaissent pas cette association, c'est une asso qui touche à l'univers carcéral depuis 43 ans, qui a un passé un peu sombre, qui a été créé par l'État pour calmer les mouvements de révolte dans les années 70 dans les prisons. Et à l'origine, c'était des étudiants de grandes écoles qui allaient dans les prisons donner des cours. Et petit à petit, ça s'est politisé, ça a évolué. Et c'est jusqu'à arriver en fait à la dernière Assemblée Générale, à un positionnement pour arrêter nos actions au sein de la détention à travers des ateliers. Et qui a évolué avec une ligne politique nationale officiellement anticarcérale. Donc voilà, aujourd'hui c'est une asso qui se positionne ouvertement opposée au système carcéral et à son monde. Alors le podcast va se dérouler en 3 temps. Nous allons tout d'abord parler de la prison et en quoi elle nous concerne toutes et tous. Ensuite de son système judiciaire pénal en tant qu'outil discriminatoire. Et enfin nous allons parler des discussions de détention. La prison, c'est un sujet dont on parle peu, alors qu'elle nous concerne toutes et tous. Pas seulement les personnes incarcérées ou leurs proches, mais en fait l'ensemble des citoyens et citoyennes. Sous couvert de protection et de justice, le pouvoir coercitif s'exerce aussi sur nous, car il est une menace permanente et qu'il influe, de manière consciente ou inconsciente, nos comportements, voire même nos pensées. Elles sont à l'origine d'une autocensure constante due à la peur de la privation de liberté. Les structures pénitentiaires symbolisent et illustrent l'autorité, le contrôle et la violence qu'un État peut exercer sur son peuple. Elles sont un moyen légal de se débarrasser des parasites du système. Julia, peux-tu nous expliquer en quoi la prison est plus un outil de répression qu'une garantie de sécurité et comment se traduit cette peur de l'emprisonnement dans la société civile et le comportement des individus et qui sont les principales cibles, celles et ceux que l'on juge inaptes à vivre en société ? La prison, elle est traditionnellement, officiellement légitimée par un objectif de sécurité. C'est comme ça qu'on fait accepter cette privation de liberté à la population, parce que sinon, la liberté, elle est censée être un droit absolu et sinon ça passerait pas. Donc du coup, cette garantie de sécurité, si on revient même au contrat social, etc., on accepte d'abandonner une partie de sa liberté auprès de l'État pour être garanti dans sa sécurité. Comprendre que la prison en fait ne joue pas ce rôle de mettre en sécurité, de créer la sécurité ou de conserver la sécurité des personnes présentes sur un État. Déjà, on peut penser au fait que la prison n'a pas d'effet dissuasif
contrairement à ce qu'on peut nous dire, et nous présenter, et ce qu'on peut penser. Pour la simple et bonne raison que je pense que personne, avant de faire quelque chose d'interdit, se dit je ne vais pas le faire parce que en fait sinon je vais risquer ça, pour plusieurs raisons. Parce que souvent en fait psychologiquement, sociologiquement, en fait les personnes qui commettent des infractions n'ont souvent pas conscience d'en commettre, soit parce qu'elles savent pas que c'est interdit réellement, soit parce qu'elles n'ont pas l'impression que ce qui est interdit correspond à leur comportement. Donc c'est le cas notamment pour pas mal de violences, notamment les violences faites envers les femmes, les violences sexuelles ou les violences conjugales par exemple. Dans les violences sexuelles, un homme se reconnaîtra quasiment jamais comme étant un violeur. Pour lui, c'est pas ça. Le violeur, c'est une image fantasmée d'un inconnu dans la rue, la nuit, le soir. Mais notre père ne se reconnaîtra jamais violeur de notre mère. C'est quelque chose qui n'est pas conçu comme ça. Et en fait, cette image-là, elle peut s'appliquer à plein de comportements, même pour tout ce qui est vente de drogue, par exemple. Il y a des justifications qui viennent s'appliquer et qui font qu'on ne se considère pas comme étant celui qui risque 30 ans de prison. Parce que, par exemple, la production de cannabis, même pour un usage personnel, la loi, elle prévoit 30 ans de prison maximum. Or, quand on fait pousser son pied de cannabis dans son jardin pour notre consommation personnelle, on n'a jamais l'impression que cette loi, elle nous vise, en fait. Donc, voilà, il y a tout un tas de raisons, de justifications que se donnent des personnes qui commettent des infractions, qui font, en fait, qu'elles ne s'assimilent pas aux personnes visées par les lois. Donc déjà, la prison ne joue pas cet effet répressif, dissuasif. Et il y a aussi les personnes de pouvoir, les personnes riches, dominantes dans la société, ne se sentent pas menacées par la prison. Et la majeure partie du temps, ils ont raison, parce que la prison ne vise pas les hommes riches, blancs, qui ont du pouvoir et qui sont à la tête de ministères, d'États ou d'entreprises. Et il y a aussi outre l'effet en amont qui fait que la prison ne joue pas ce rôle dissuasif et qui maintiendrait un ordre social apaisé et sécurisé, il y a aussi le fait qu'en aval, après la commission d'une infraction, la prison n'a pas ce rôle moral qu'aurait voulu lui donner la religion, qui serait un rôle d'amendement de la personne, tout simplement parce que je pense qu'on le verra plus tard, mais la prison n'est pas un lieu où on pourrait réfléchir sur ses actes, sur le mal qu'on a pu faire à une victime quand il y en a, parce que toutes les infractions n'ont pas de victime, et s'amender et ne plus recommencer, parce que la prison, en fait, ça détruit, ça nourrit une haine envers le système, plus qu'autre chose. Donc, en fait, ça ne peut pas être une garantie d'ordre social que viserait l'État. Et il y a aussi le fait, pour moi, que en fait les personnes dangereuses, véritablement dangereuses pour nous, là je parle de nous surtout en tant que femmes, mais elles sont dehors en fait, parce que le système policier, le système judiciaire et le système carcéral ne visent pas tous les agresseurs, ne visent pas tous les auteurs d'infractions. Elles visent les auteurs d'infractions qui lui permettent de conserver son ordre social dominant, patriarcal, raciste, classiste. Donc en fait, les personnes qu'on retrouve en prison, ce sont des personnes pauvres, des personnes racisées, des hommes majoritairement. Et voilà, c'est plus un outil de contrôle pour l'État qu'un outil de protection de ses citoyens ou citoyennes. Du coup, Julia, est-ce que tu peux aussi nous parler de la manière dont les lois sont pensées de manière discriminante ? Oui, alors déjà, les lois, donc le pouvoir législatif, il suffit de regarder qui les prend. Depuis toujours. Au Parlement, ça a beau être des mandats représentatifs, ça a beau être des personnes élues par les citoyens et citoyennes, ce sont majoritairement des hommes blancs, riches, qui prennent des lois dans leurs propres intérêts, pour servir leurs intérêts. Et souvent, il y a un système aussi qu'on ignore et qui fait qu'en fait, quel parti politique a la majorité au Parlement ne change rien. C'est qu'en fait, les lois, elles sont préparées sur des dizaines d'années, sur un coin de table, dans
les sous-sols du ministère, et en fait on les ressort comme ça selon les événements sociaux, selon les événements politiques de l'année. On va ressortir telle ou telle loi parce qu'à ce moment-là on sait qu'elle va être acceptée. Donc voilà, il n'y a pas d'influence là-dessus sur les lois qui passent, peu importe quel parti est au pouvoir et quel parti a la majorité au Parlement. Pour citer quelques lois, en fait, il y a quelque chose d'important, je pense, qui se développe ces dernières années et qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, les parlementaires font voter des lois d'opportunité, du coup, je disais par rapport à l'actualité, etc. Et en fait, c'est très dangereux comme manière de faire parce que c'est toujours en réaction vive à un événement qui vient de se produire, ce qui fait que la population apeurée, donc par exemple, comme on a vu après les attentats de 2015, va laisser passer. Les parlementaires vont voter en bloc, en immense majorité, ces lois qui sont en fait hyper discriminatoires, qui détruisent tout un ordre juridique préexistant en se servant de la peur des gens en fait. Et par exemple, il y a une loi qui pour ça me semble hyper emblématique et qui avait un fondement discriminatoire dès son origine, c'est la loi de 2009 qui a été présentée par Estrosi au Parlement. Qui a créé un délit pénal connu aujourd'hui, qui est le délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Et ce délit, il a été créé en réaction aux émeutes de 2005 et de 2007 en banlieue parisienne. Il a été créé pour des raisons politiques et racistes. En fait, si on fait rapidement l'histoire de ce délit, en 2005, les personnes qui avaient participé à ces émeutes, on pouvait soit les condamner sur le fondement de violences, de dégradation, etc., mais il fallait avoir un minimum du dossier, enfin de pièces dans le dossier pour pouvoir les accuser de ça. Donc en général le flagrant délit, mais toutes les autres personnes qui avaient participé à ces émeutes, on ne pouvait pas les condamner, à part sous la qualification du délit d'attroupement. Or, le délit d'attroupement est un délit qualifié de politique. Et on ne voulait pas appliquer un délit politique à des banlieusards. En gros, c'était ça la réflexion. Notamment parce que ce délit politique, on y attache des protections, notamment le fait qu'on n'a pas le droit de passer par la comparution immédiate. Donc on est obligé de faire des vrais procès qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent à l'État. Et donc du coup, on a créé ce délit qui contourne le délit d'attroupement et qui permet en fait de juger à la va-vite des personnes considérées comme étant indésirables, ne méritant pas un véritable procès. Et ça permet de masquer aussi le fait que les dossiers sont vides en fait. Et ce délit-là, il a été créé, donc c'était une loi d'opportunité qui est passée à ce moment-là sans trop de débat, sans vraiment d'opposition dans la population. Et on a vu à partir de 2018 que ce délit a été appliqué lors des occupations d'établissements scolaires et universitaires. Et à partir de décembre dernier, du 8 décembre 2018, aux manifestations de Gilets jaunes. Et le problème dans ce délit, c'est que c'est un délit d'intention. C'est-à-dire qu'on réprimande le fait d'avoir potentiellement eu l'intention de commettre un délit sans avoir pour autant commis quoi que ce soit. Et ça a permis, là il y a une nouvelle étape qui a été franchie avec ce délit appliqué aux Gilets jaunes, ça a permis des gardes à vue préventives. Parce qu'en fait, une garde à vue, c'est avoir des raisons sérieuse de penser qu'une personne a commis une infraction. Donc là, dans le cas de ce délit, ça devenait des raisons sérieuses de penser que quelqu'un avait peut-être l'intention de commettre des délits en se réunissant. Ça devient absurde. Et ben en fait, on a l'exemple, pour moi, un des exemples les plus probants d'une loi raciste, classiste, anti-banlieue, et qui est aujourd'hui appliquée à d'autres parties de la population qui n'étaient pas prévues à l'origine. Et donc, on commence à s'alarmer là-dessus. Mais en fait, ça fait 10 ans que ce délit existe. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des lois qui passent qui, sur le moment, sont pas perçues comme étant discriminatoires, mais qui, dans leur application, le sont, et qui ont vocation ensuite à être appliquées pour fournir des alibis à la répression étatique, en fait. Et ça, il y en a plein. En matière de terrorisme, par exemple, d'accusation de terrorisme, on ne respecte aucunement les bases de la procédure pénale. Une personne accusée de terrorisme peut être privée de son avocat pendant 72 heures en garde à vue. C'est hallucinant pour des juristes ou des personnes qui savent ça. Donc voilà, on a des lois qui sont discriminatoires. Après, il y a aussi des lois qui, sur leur fondement, ne sont pas discriminatoires, mais qui, dans leur application, le sont par la police. Par exemple, les lois sur les drogues.
Ce sont des lois qui ne visent pas tel type de drogue ou tel lieu de production ou de vente de drogue, mais dans les faits, dans leur application, les procureurs vont envoyer les policiers sous leurs ordres à la recherche de certaines drogues. Par exemple, on va rechercher beaucoup plus le shit ou le crack que la coke, et on va les chercher dans certains arrondissements et pas dans d'autres, par exemple, si on reste sur les grandes villes, ou alors on va pas les chercher en centre-ville, mais en périphérie. Et donc, du coup, dans leur application, les lois peuvent devenir discriminatoires et en visant généralement des hommes racisés, issus de l'immigration postcoloniale et précaire. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis sur comment, avant la prison, en fait, il y a tout un cadre qui est super discriminatoire et qui permet d'orienter en fait l'intervention de l'État et de prononcer une justice très visée finalement sur une certaine population. Et nous, on se demande maintenant, en fait, comment ça se passe en fait derrière, qui maintient en fait le système précarcéral de manière concrète et physique. Alors, du coup, il y a différents régimes possibles pour les prisons. Donc, il y a le régime entièrement public, le régime public-privé ou le régime privé. Aux États-Unis, par exemple, il existe des prisons qui sont entièrement privées. En France, ça n'existe pas encore. En France, on est... alors, il y a quasiment plus de gestion entièrement publique. Genre, ça n'existe plus. On est sur des gestions publiques-privées. Mais avant la gestion, il y a la question des constructions d'établissements. Et en fait, c'est assez... c'est nécessaire, je pense, de savoir ça. Parce que souvent, on entend, concernant les prisons, un prisonnier, ça coûte cher à l'État. Ça coûte... il y a même des calculs qui sont faits. On ne sait pas trop à partir de quelles données. Comme quoi, un prisonnier coûterait 100 € par jour à l'État. Bon. Ça, on ne sait pas trop d'où ça sort et la véracité de ce chiffre-là. Toujours est-il qu'on ne parle jamais de ce que ça rapporte à l'État. Donc les constructions de prisons, ça coûte beaucoup trop cher de construire une prison, parce que aujourd'hui en plus, il y a les murs, le terrain, etc. Mais il y a aussi tous les engins de surveillance, toute la technologie qui est à l'intérieur, qui coûte une fortune. L'État ne peut pas payer d'un coup ces sommes-là. Il faudrait payer des milliards et milliards d'euros, et c'est pas très vendeur dans les programmes politiques. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ce sont des sociétés comme Bouygues et Vinci, c'est toujours un peu les mêmes, qui construisent ces prisons, qui ensuite les louent à l'État. Et donc en fait, l'État paye un loyer par an, et à la fin de, en général ça prend 30-40 ans, l'État a payé suffisamment de loyer pour devenir propriétaire des murs. Donc voilà, ces sociétés, l'État en est actionnaire, donc ça rapporte de l'argent à l'État. Ça rapporte de l'argent aux gens qui dirigent l'État aussi, en tant que personne privée là, et pas en tant que personne morale étatique. Ce sont des marchés publics. Donc c'est en général, c'est toujours c'est des copains quoi. Donc il y a cette question-là. Ensuite il y a la question de la gestion de la prison. Donc une prison, même il y a des petites prisons en France où il y a une trentaine de prisonniers dedans. Même une petite prison, ça a besoin de personnel. Donc là, le personnel reste fonctionnaire. Donc les surveillants pénitentiaires et les surveillantes pénitentiaires sont des fonctionnaires, donc payés par l'État. Mais il y a des services privés qui contribuent au fonctionnement de la prison pour tout ce qui va être, par exemple, le linge, la nourriture, tout ce qui va être genre sur la surveillance, les réparations à faire, enfin voilà. Donc en fait, il y a toute une gestion qui en fait est partagée entre le public pour notamment les fonctionnaires qui travaillent dedans et le privé. Donc ça aussi, ça rapporte de l'argent. Et le troisième aspect, volet économique, on va dire, c'est sur le travail en prison. Donc le travail, il n'est pas obligatoire en France quand on est détenu, sinon ce serait du travail forcé et c'est interdit par le Conseil de l'Europe, mais c'est plutôt un privilège.
C'est-à-dire que les détenus, ils ont envie de travailler parce que, je le disais un peu tout à l'heure, c'est souvent des personnes qui sont issues des couches les plus précaires de la population. Du coup, dans leur famille, en général, donc c'est l'homme qui est enfermé. Donc du coup, ça fait un salaire de moins pour la famille qui reste à l'extérieur. Mais ça coûte cher, en fait, d'être détenu. Il y a pareil des petites études faites par des proches de prisonniers qui disent qu'il faudrait minimum 200 € par mois à donner aux détenus pour qu'ils puissent vivre à peu près correctement. Parce que, voilà, en fait, en prison, on doit tout acheter. Alors déjà, on mange pas la nourriture qui est servie parce que, question d'honneur, parce que c'est pas bon, parce que de toute façon, les quantités sont prévues pour ne pas être suffisantes pour une personne adulte. L'apport journalier n'est pas suffisant. Donc du coup, on est obligé de s'acheter à manger. On est obligé de s'acheter ses produits d'hygiène. Par exemple, pour les femmes, on est obligé de s'acheter ses protections hygiéniques. Les prix sont en général annexés sur les prix de la commune plus 20%. Donc c'est plus cher d'acheter des produits quelconques en prison qu'à l'extérieur. Mais on a déjà vu par exemple à la prison de Nice des protections hygiéniques qui coûtaient 60% plus cher qu'en magasin à l'extérieur. Voilà, donc du coup ça coûte cher. S'il n'y a pas la famille derrière et que ou que la famille n'a pas d'argent, le détenu ou la détenue est considéré comme indigent ou indigente et l'État lui verse entre 20 et 30 € par mois, en sachant que la télévision coûte en moyenne 20 € par mois et que c'est impossible de survivre enfermé 22 heures sur 24 sans une occupation. Donc du coup, tout le monde paye la télé. On doit louer un frigo si on veut en avoir un mini frigo dans sa cellule. On doit acheter des casseroles, acheter un réchaud si on veut se faire à manger. Enfin voilà, bon, c'est un gouffre financier. Donc tout ça, ça crée une contrainte quand même qui pousse le détenu à vouloir travailler pour gagner pas grand-chose. Mais c'est en général toujours mieux que rien. Et surtout, il y a la dimension aussi d'occupation. Alors, il y a différentes catégories. En général, soit ils vont travailler, donc on appelle ça les auxiliaires, ils vont travailler à la gestion de la prison. Donc, ils vont travailler à la blanchisserie, ils vont travailler à la nourriture, ils vont travailler à l'entretien ménager, des coursives, etc., par exemple. Et donc là, ils travaillent pour la prison, donc pour l'État, indirectement. Et là, ils sont payés directement par la prison. Ou alors, ils travaillent en atelier. Donc, c'est une salle toute simple, où en général, c'est des travaux de, comment on appelle ça, de concession. Et donc là, le détenu va être employé, non pas directement par la prison, mais par une entreprise privée extérieure. Donc, par exemple, Yves Rocher. Je crois que Chanel et Hermès ont déjà fait travailler en prison aussi. Voilà, donc pas mal d'entreprises comme ça. D'entreprises qu'on connaît, en fait, où les gens vont habituellement consommer. En fait... Parfois, on se dit que si on peut acheter notre petit savon chez Yves Rocher pas trop cher, c'est parce qu'en fait, ils payent les détenus 1 € de l'heure. Parce qu'en fait, il n'y a pas de droit du travail en prison. Donc, le code du travail ne s'applique pas. Donc, il n'y a pas de SMIC horaire qui existe. Et moi, j'ai déjà vu une fiche de paye où le détenu était payé 12 centimes de l'heure par une société extérieure. Voilà, c'était au Beaumet il y a 3 ans. Donc, du coup, je pense que ce qu'on peut dire, après ce que je viens d'expliquer, c'est que... la prison, ça coûte un peu d'argent à l'État. Ça en coûte beaucoup aux familles des prisonniers et prisonnières. Ça en coûte beaucoup aux prisonniers et prisonnières eux-mêmes, pas que sur un plan financier et matériel. Et ça rapporte beaucoup, beaucoup aux entreprises et donc indirectement à l'État. Voilà. C'est complètement fou parce que dans l'imaginaire collectif, la prison est totalement publique. Ça fait partie de l'État. En fait, on s'imagine pas du tout qu'il y a, c'est le privé qui est derrière et que l'État se fait de l'argent sur le dos des prisonniers et prisonnières, quoi. Ouais, mais en fait, c'est une situation un peu exceptionnelle parce que l'univers carcéral, en fait, l'administration pénitentiaire, en fait, est un service public. Donc, c'est un service public, mais c'est, il me semble, le seul service public dont les usagers sont contraints. Parce que normalement, le service public des transports, par exemple, on est client du service public des transports. Le service public de la justice, on va y faire appel pour obtenir justice parce qu'on a été victime de ceci ou cela. Là, le service public pénitentiaire, c'est le seul service public, je crois, en France, où en fait les usagers sont contraints. Et donc, il y a un rapport à partir de là qui est
très paradoxal, très compliqué, qui est que c'est une administration publique, bon, avec tout ce qu'on vient de voir sur la gestion privée, etc., mais qui s'exerce sur des personnes qui ne l'ont pas choisi. Donc il y a un rapport très compliqué avec ça, et où l'État devrait être encore plus précautionneux, étant donné que c'est un service public et que les personnes n'ont pas choisi de bénéficier, avec des grosses guillemets, de ce service public-là. Alors du coup, on va arriver à la deuxième partie, donc le système judiciaire pénal en tant qu'outil discriminatoire. Donc pour commencer, Julia, comme tu le sais, tous les hommes et pas les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Est-ce que tu peux démonter cet adage qui fait la fierté de notre nation ? Déjà, je pense qu'on ne naît pas libres et égaux, parce que on est dans une société, donc j'en ai déjà parlé, mais une société dont le système fondamentalement est discriminatoire, fondé sur l'impérialisme blanc, sur le sexisme, donc tout le racisme qui découle de cet impérialisme, qui est classiste, validiste, hétéronormé, enfin bon, voilà. Donc du coup, je pense que dès lors qu'on appartient à ce qu'on appelle cette multiplicité de minorités, mais qui en fait constitue certainement la majorité de la population, on n'est pas libre, on n'est pas égaux, et du coup on demeure non libre et non égaux. Donc ce qui est par contre intéressant à voir, c'est que cette phrase, elle est, alors moi ça me fait penser à ça, c'est que j'ai vu récemment cette phrase écrite sur les murs du nouveau tribunal de grande instance de Paris. Donc à Porte de Clichy, ils ont eu le sarcasme de l'écrire sur les murs du tribunal à l'intérieur, pour bien te rappeler que en théorie t'es censé être libre et égal aux autres, mais que comme là t'as merdé, tu vas ressortir pas libre de la salle d'audience. Voilà, c'est très sarcastique et très ironique. Et donc du coup, je pense que déjà on n'est pas libre et égaux. Juste petite anecdote, pareil sur ce tribunal, on y est allé en début de semaine. Pour assister au procès des décrocheurs de l'inaction climatique, et on a été très très surpris et surprises. Donc tout le personnel du tribunal en termes de sécurité, d'accueil, etc., c'est que des personnes racisées. Et évidemment, toutes celles et ceux qui sont en robe, c'est des personnes bien blanches. On est vraiment, c'était tellement flagrant qu'on s'est dit mais enfin c'est n'importe quoi. Ouais, mais ça vaut le coup de faire un tour dans les tribunaux pour se rendre compte de qui rend la justice contre qui, et a priori en notre nom en fait. Enfin, c'est censé être la justice pour le peuple, par le peuple, machin quoi. Donc voilà. Ensuite, du coup, sur le fait que l'idée que la justice pourrait faire respecter cet adage, je pense que j'en ai déjà un peu parlé, mais du coup tout à l'heure on parlait des lois discriminatoires. La justice, elle l'est aussi. Donc la justice ne fait aucunement respecter cet adage, et au contraire, je dirais qu'elle est même créatrice d'inégalités, ou en tout cas elle les perpétue, quoi. Et tu as souvent répété dans la première partie que c'était particulièrement les hommes qui étaient incarcérés, mais je crois que dans le traitement de la justice, il y a quand même un certain aspect sexiste, notamment que ce soit pour les victimes ou pour les femmes qui vont être accusées de prostitution ou autre. Ouais, alors du coup, oui, je parlais par rapport à la prison, surtout des hommes, parce que oui, j'ai même pas donné ces chiffres-là, mais en gros, en France, en ce moment, il y a environ 71 800 personnes dans les murs des prisons, mais il y en a plus de personnes écrouées, parce que on compte pas dans ces 71 800 les personnes qui sont en bracelet électronique, par exemple, etc. Et sur ces 71 800 personnes dans les murs des prisons, il y a entre 3,7 et 3,8% de femmes. Donc en fait, la prison touche majoritairement les hommes. Donc en fait, alors c'est pas parce que
enfin peut-être un peu, il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce qu'il y a peu de femmes en prison. Déjà, tout le contrôle social exercé sur les femmes par le prisme du genre, qui du coup conduit en fait à attendre d'une femme un comportement moins violent, moins agressif, moins délinquant, etc. Donc il y a tout un contrôle social qui est beaucoup plus important, qui pèse beaucoup plus sur les femmes et sur les filles depuis toutes jeunes. Donc voilà, je vais pas développer, mais par exemple au collège, si une fille a un mot pour dire qu'elle a pas eu un bon comportement à l'école, c'est toujours perçu comme étant beaucoup plus grave qu'un garçon qui a 3 jours d'expulsion parce que bah ouais, il a déconné, mais il est jeune, c'est un garçon, il est speed, c'est normal. Bon, il a tapé un camarade, mais il recommencera pas, c'est pas très grave, machin. Donc du coup, il y a tout ce contrôle social en amont qui fait que les femmes vont être moins enclines à enfreindre les règles. Parce qu'on leur apprend et voilà. Ensuite, il y a la question de la justice qui intervient là-dedans, du coup, donc ce que tu me demandais. Une femme autrice d'infraction, il y a beaucoup de chances pour qu'elle soit pas perçue comme ça déjà. C'est-à-dire que déjà, on va pas forcément percevoir que elle a été autrice d'infraction. Souvent, quand on va admettre que oui, bon, elle a fait un truc qui était interdit, le juge va, ou le procureur en amont, ou les policiers en amont même, hein, mais en gros, toutes ces personnes-là vont considérer souvent vont résoudre un paradoxe pour eux qui est que une femme, ça doit être non violent, mais là, elle a commis une infraction, donc par exemple, si on parle de violence, une infraction violente, pour eux, c'est un paradoxe. Et ils résolvent ce paradoxe en se disant, mais en fait, c'est parce que c'est une victime. On voit qu'en fait, le sexisme du système policier et judiciaire peut jouer en la faveur de femmes qui du coup vont bénéficier de ces clichés de genre quelque part et vont être moins souvent poursuivies, moins souvent condamnées et en tout cas à des peines moins infamantes que la prison. Mais quand elles dépassent ce statut de femme victime et qu'elles deviennent des criminels diaboliques, là en fait ça se retourne contre elles et dès qu'on ne respecte plus les clichés de genre, dans ce cas-là ça va être le sexisme de la justice va se retourner contre elles en fait. Et quand on assiste à des procès, il y a aussi, il faut lier je pense sexisme et lesbophobie des juges. J'ai vu des procès où une personne, c'était une femme lesbienne, s'était défendue dans la rue face à 4 agresseurs qu'elle ne connaissait pas. Eux ont porté plainte, et pas elle. Et parce qu'il s'est avéré qu'elle était championne de judo, etc. Et en fait, elle les a laminés. Et le juge lui a demandé, parce que du coup, elle plaidait la légitime défense, lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez pas eu peur ? Donc elle dit, bah si, mais je sais me défendre, donc je me suis défendue. Il lui a dit, vous auriez dû fuir. Là, il y avait à la fois le fait qu'elle était une femme, qu'on n'attendait pas d'elle une réaction violente, mais on attendait d'elle la fuite. Mais il y avait en plus tout un environnement lesbophobe de la justice qui faisait qu'elle avait les cheveux courts, elle était musclée, elle était tatouée, et donc elle apparaissait comme traître à son genre, en fait. Et donc comme dangereuse. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les juges apprécient les faits, mais ils apprécient aussi l'idée de dangerosité qu'ils ont d'une personne. Et ça, c'est reconnu officiellement. C'est-à-dire que dans un procès, il y a 2 parties. Il y a les faits et la personnalité de l'auteur, ils disent, des faits. Et la personnalité de l'auteur, ça va être de déterminer est-ce que la personne est dangereuse pour la société ou pas, voilà, par rapport aux faits qu'elle a fait, mais aussi qu'elle a commis, mais aussi par rapport à elle, son environnement. Et pour déterminer si une personne est dangereuse, il y a des choses objectives pour les juges, c'est-à-dire avoir une insertion sociale. Donc là, c'est hyper discriminant aussi. C'est est-ce qu'on a un logement, est-ce qu'on a une famille, est-ce qu'on est stable, est-ce qu'on fait des études, est-ce qu'on a un travail. Donc en fait, est-ce qu'on est bien inscrit dans le capitalisme ambiant. Mais il y a aussi quelque chose de plus impalpable, de moins objectif et de discriminatoire, qui va être juste l'idée que se fait un juge de qu'est-ce qui est dangereux, de qui est dangereux. Et donc là, la femme violente
va être perçue comme dangereuse, le jeune va être perçu plus dangereux qu'un vieux, le noir, l'arabe va paraître plus dangereux qu'un blanc. Enfin, voilà, quand on parle d'impartialité de la justice, ça n'existe pas parce que quand ce sont des hommes blancs riches qui rendent la justice, ils ont une idée de la dangerosité qui est différente d'une personne racisée, précarisée. Voilà. Donc du coup, il y a ça qui rentre en ligne de compte aussi et qui va faire que ça va nuire énormément aux femmes qui ne respectent pas toutes ces attentes de genre. Juste pour appuyer ce que tu dis avec la vision de la justice, de la dangerosité, on a découvert ça là, au début de la semaine du coup avec le procès des décrocheurs et des décrocheuses, où la défense pour plaider, a dit mais regardez mes clients, même pas mes clientes, ils sont pas dangereux. Et on avait du coup, oui, et ça se voit en fait. Donc on avait donc cette belle brochette de militants et militantes blanches, bourgeois et bourgeoises. Et c'était ça la défense. Ça se voit qu'ils sont pas dangereux. Mais ça, c'est quelque chose à interroger dans les procès militants. Parce que donc souvent c'est donc des procès militants contre des personnes blanches, étudiantes, souvent issues des classes moyennes voire bourgeoises de la société. Et en même temps, ça se comprend, c'est-à-dire que l'avocat et même ces personnes qui sont accusées à ce moment-là, elles défendent leurs fesses, quoi, elles défendent leur peau et donc du coup, elles vont souvent l'avocat va leur dire ouais, mais en fait, il faut mettre en avant ça parce que là, vous avez la chance de pouvoir vous en tirer comme ça. Mais en fait, ça contribue aussi à alimenter l'idée que ces personnes-là ne sont pas dangereuses et que du coup, en miroir, ça veut dire quoi ? Que si ça n'avait pas été des personnes blanches, bourgeoises, étudiantes, elles auraient été dangereuses. Et ça, là-dessus, j'en profite pour le souligner, du coup, mais il y a un truc assez cool qui s'est passé dans une salle du TGI de Paris. Des militants et militantes, c'était sur l'affaire du lycée Arago, donc de l'occupation du lycée Arago l'année dernière à Paris, qui en fait, ils étaient beaucoup à s'être fait arrêter et beaucoup à être encore en jugement. Et tout le monde n'avait pas était pas issu de la même classe socio-culturelle. Certains étaient ingénieurs, thésards, voilà. Et d'autres ne poursuivaient pas du tout d'études, n'avaient pas de logement fixe, etc. Et donc, pour pas que tous ces attributs des uns desservent les autres, ils ont refusé de jouer le jeu de toute cette partie qu'on appelle la personnalité des auteurs. Et donc, ils n'ont présenté aucun diplôme, aucune attestation d'hébergement, et ils ont refusé de parler à ce moment-là du procès. Et ils ont dit, vous nous jugerez tous et toutes pareil, parce que on a tous et toutes commis les mêmes faits que vous nous reprochez, peu importe nos personnalités, comme vous dites, quoi. Et ça, c'est venu des militants et militantes qui étaient en procès, et ça a été appuyé par les avocats et avocates qui ont tenu cette ligne face aux juges, et c'était assez courageux de la part de toutes ces personnes, quoi. Voilà. C'est exemplaire, ouais. Et du coup, on peut affirmer, après ce que tu viens de dire, que prenons par exemple si tu es un militant ou une militante et que tu vas faire une action et que ton but est d'être en garde à vue, on peut tous s'avouer et affirmer que c'est absolument pas juste parce qu'on n'est pas du coup libre et égaux en droit face à la justice. Est-ce que tu peux un peu nous développer ça ? Ouais. Je pense que du coup, ce qui s'est passé là dans le tribunal pendant l'audience que je viens de décrire, c'est un truc qu'il faut prendre en considération en amont quand on milite, qui est que tout le monde ne peut pas se permettre de prendre les mêmes risques. Tout le monde n'a pas les bons papiers, tout le monde n'a pas un privilège blanc. Donc du coup, voilà, tout le monde ne peut pas se permettre de faire les mêmes types d'actions. Donc du coup, là, ça s'adresse plutôt aux militants et militantes, mais voilà. Du coup, il faut bien le prendre en compte avant d'annoncer des actions pour être sûr de ne pas discriminer déjà, ne serait-ce que dans la nature de l'action. C'est ça, il y a beaucoup de milieux militants où j'entends dire ah ouais, on s'est posé la question, on est vraiment qu'entre blancs, entre blanches, etc. Mais en fait, parfois, regardez vos modes d'action. En fait, à quel moment des sans-papes immigrés peuvent se permettre de se joindre à vos actions, à quel moment est-ce que ça peut être possible, en fait. Ça l'est pas, parce que
on joue pas la même chose. Donc forcément, quelqu'un qui risque de se retrouver en centre de rétention administrative, donc les CRA, c'est les prisons pour étrangers en gros, sans qu'on ait besoin d'avoir commis quelque délit que ce soit. Au bout, c'est la mort, c'est l'expulsion, enfin c'est la déportation, quoi. Donc du coup, les enjeux, ils sont pas les mêmes. Et en fait, ça se joue sur l'arrestation. Il y a des gens qui vont se faire arrêter, des gens qui vont pas se faire arrêter, des gens qui vont être en garde à vue, d'autres en audition libre, d'autres qui vont sortir avec un rappel à la loi, et d'autres qui, en fait, vont finir en prison. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte dans ces modes d'action et dans sa vie quotidienne aussi. On peut aussi prendre des décisions, même dans la rue, même pas dans des actions militantes, juste dans le métro, de se dire, ok, moi j'ai un putain de privilège blanc, je sais qu'au pire, et voilà, les flics vont m'impressionner, ils vont m'emmener dans les locaux du commissariat pour une vérification d'identité qui dure 4 heures, mais je vais peut-être pouvoir m'interposer et éviter que cette personne termine en tôle ce soir, quoi. Juste pour ça, du coup, je pense que on ne doit pas condamner les personnes qui ont pour objectif, par exemple, de se faire arrêter si ça correspond à leur stratégie. Si ils et elles le peuvent, donc c'est super, ils ont le privilège de pouvoir le faire. Par contre, là où il y a un problème, c'est quand ces personnes se permettent de juger les autres modes d'action de personnes qui peuvent pas rentrer là-dedans, en disant que eux, ils ont une supériorité morale, alors qu'en fait, ils jouent de leur privilège et ils peuvent s'en servir. Sans juger les autres modes d'action et être solidaire. Mais je pense que si tu t'en sers, il faut être conscient de ce que ça implique en fait. De qu'est-ce que ça veut dire de choisir d'utiliser... Enfin, c'est pas forcément ces modes d'action, mais de viser ça, d'avoir vraiment un but en fait. Là, ça existe, des gens qui se disent mon but là, c'est de faire un gros coup de com' en me faisant embarquer ce soir. Et comme je suis riche et blanc, du coup, ça va faire parler. Mais dans ce cas-là, il faut faire hyper gaffe à sa communication derrière, à pas dévaloriser d'autres modes d'action. Voilà, c'est ça aussi, quoi. Tout le monde peut pas se permettre d'être face aux policiers et de crier non violent, par exemple. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire de la désobéissance civile. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller foutre le feu quelque part non plus. Enfin voilà, dans tous les modes d'action, que ce soit des trucs violents ou des trucs hyper pacifistes, tout le monde ne peut pas, voilà, parce que de toute façon, un flic n'aura potentiellement pas la même réaction, même si se faire gazer c'est terrible. En fait, se faire tuer par un flic c'est pire. Et quand on est noir, on peut se faire tuer par un flic, c'est ça le risque. C'est pas de se faire pincer le nez, quoi. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas attaquer ces modes d'action, mais il faut quand même avoir en tête qu'en proposant une action comme ça, t'es quand même assez discriminant, tout le monde ne peut pas participer à ton action, quoi. Par exemple, il y a des actions qui ont été organisées par le mouvement Gilets Noirs, qui est un mouvement de sans-papiers, qui a commencé il y a quelques mois à s'organiser, et leur mode d'action, c'est principalement l'occupation. Et donc en fait, ils vont dans des lieux symboliques pour réclamer leur régularisation. Ils ont bloqué le terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle en région parisienne. Ils ont occupé le Panthéon à Paris. Ils ont occupé la tour Elior à La Défense, donc en région parisienne, qui est en fait une entreprise qui emploie aux blacks des sans-papiers pour leur faire des barquettes de nourriture qui sont ensuite distribuées en prison et en centre de rétention administrative. Donc c'est vraiment très sarcastique. Voilà, donc ils utilisent le mode d'occupation. C'est toujours extrêmement prévu à l'avance. Comment est-ce qu'ils vont se déplacer, à quel moment ils vont y aller. Ils n'y vont jamais s'ils sont pas suffisamment nombreux et nombreuses. Voilà, moi je suis pas à l'intérieur de ce mouvement-là, donc je pourrais pas donner les détails d'organisation, mais c'est toujours très bien organisé, et il y a toujours des négociateurs et des négociatrices ces personnes-là vont pouvoir être face à la police et vont pouvoir négocier pour qu'il n'y ait pas d'arrestation. Bon, là au Panthéon, les négociateurs en fait ont été trahis par la police, qui leur avait promis une sortie sans arrestation, et ils se sont fait arrêter, en fait, prendre en traître. Mais les personnes ont été libérées pour vice de procédure derrière. Donc voilà. Mais voilà, il y a des actions qui sont possibles, et c'est aussi en fait dans ce mode d'action se dire dans les modalités plutôt de cette action-là d'occupation, ça va être de se dire en fait personne ne prend ses papiers, par exemple. Donc en fait, peu importe que j'ai des papiers français ou pas, je ne les aurai pas sur moi. Donc si on se fait embarquer, d'accord, mais vous embarquez 400 personnes, pas 50 en fait. Donc du coup, ça devient plus compliqué logistiquement. Enfin voilà, il y a tout ça à réfléchir en amont aussi. Alors justement, si on parle
qu'on n'a pas la même capacité à se présenter devant la police et la justice, etc. Il y a aussi, même dans le procès même, pour reprendre l'exemple des décrocheurs de portraits, il y a eu un énorme soutien de la population. Il y a eu des centaines de militants qui ont accompagné les 8 activistes mardi. Il y a eu beaucoup de presse, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour montrer médiatiquement ce procès-là. Et en fait, c'est pas du tout le cas de l'ensemble des jugements qui sont rendus chaque jour dans le tribunal de grande instance de Paris. Et quand on voit à la sortie des personnes qui finissent leur procès et qui partent tout seuls, il y a aussi du coup un peu une double vitesse entre les personnes qui sont soutenues, accompagnées et que ça fait du bruit médiatiquement, mais la plupart des personnes, notamment des personnes opprimées, elles sont pas du tout soutenues par l'ensemble de la population. Donc il y a aussi ça, quelle est l'implication en fait du public par exemple ou des personnes qui soutiennent les personnes en procès face à la justice. Comment ça peut intervenir ? Le soutien en général il est dû à est-ce que tu as fait le buzz médiatique ou pas. Si déjà c'est médiatisé, les faits, ce qui s'est passé, etc. Donc qu'est-ce qui intéresse les journalistes, qu'est-ce qui intéresse la population, et ensuite il y a est-ce que même ton procès va être médiatisé, parce que pour que les gens viennent il faut que les gens sachent quand a lieu ton procès. Donc ça en général, pour moi c'est essentiellement basé, encore une fois, sur le racisme systémique, en fait, le racisme d'État, qui va être que, par exemple, là, on va médiatiser énormément cette capitaine de navire qui est une femme blanche qui vient en aide à des personnes qui tentent de s'exiler, plutôt que de défendre directement les personnes qui tentent d'arriver sur le territoire, en fait. C'est plus facile pour l'opinion de prendre la défense d'une blanche humanitaire, humaniste, etc., que de personnes noires issues de l'immigration qui tentent de s'en sortir, que ce soit en traversant une frontière ou en essayant de s'en sortir en volant à bouffer ou des fringues, quoi. Donc, qu'est-ce qui va susciter l'émoi médiatique ? En général, c'est un peu toujours les mêmes schémas. Par exemple, on voit... Après, il y a aussi un vrai travail médiatique qui peut être fait, des travails militants, etc. Enfin, je pense notamment au travail fait par les différents collectifs Justice et Vérité. Donc, par exemple, Justice et Vérité pour Adama, Justice et Vérité pour Lucas, pour Angelo. Où là, il y a un travail de fond qui est fait par les familles pour attirer le regard médiatique, pour attirer le regard de la population, et qui va faire qu'il va y avoir du soutien. Mais là, après, il y a la question de quel est l'impact du soutien selon qui est-ce qu'on vient soutenir et qui vient soutenir. Au tribunal de Bobigny, pour les différentes affaires des frères Traoré, il y a du monde. Hein. C'est pas le problème, le monde. Il y a du monde qui vient. Les salles d'audience, on peut pas toutes et tous rentrer, mais ça n'a pas du tout le même impact sur les juges que quand il y a une assemblée blanche d'étudiants, voilà. Donc après, ça peut protéger. Parfois, le regard médiatique protège aussi, en se disant on peut pas faire n'importe quoi, on sait qu'on va en parler, etc. Même sans parler du tout des affaires qui sont politiques ou politisées, médiatisées, etc. Moi, je me rappelle avoir vu dans un tribunal où j'étais en stage, sur une audience de comparution immédiate. Donc, il y a, 25 affaires qui sont jugées entre 13h et 23h. Et on juge en dernier les affaires entre absents. C'est-à-dire que la personne a été convoquée régulièrement, mais elle n'est ni représentée par un avocat ou une avocate, ni présente. Et là, c'est hallucinant. Enfin, il faut voir ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne, parce qu'évidemment, il était 21h passées, plus de public du tout. Il n'y avait plus que le juge, le procureur, la greffière, l'huissier et moi. Et là, c'est le juge qui demande au procureur, bon, tu en veux combien ? Mets-lui 6 mois, vas-y, puis comme ça, il comprendra. Ok, 6 mois. Et c'est hallucinant, il faut voir ça. Donc en fait, la publicité d'une audience joue quand même. Et c'est que ce soit la présence de médias ou juste de personnes lambda qui viennent juste assister, ça joue quand même sur le fait de pousser quand même les juges à se comporter plus ou moins correctement. Bon, après, ça les empêche pas de sortir des trucs absolument affreux.
à la troisième partie qui va parler des conditions de détention. Donc en préparant ce podcast, en fait, on s'est tous rendu compte et rappelé qu'on n'avait jamais mis les pieds dans une prison et qu'on n'avait aucun récit d'anciens ou d'anciennes prisonnières et prisonniers sur lesquels s'appuyer. Et donc on n'avait absolument aucune idée de ce qui se passe réellement à l'intérieur des prisons, en fait. On en a une image assez cliché de type violence physique et sexuelle, routine insupportable, ennui, séparation avec les proches, misère sexuelle, privation de liberté. Et du coup, est-ce que en fait, tu pourrais nous décrire plus précisément les conditions de détention et les différentes violences qu'elles imposent aux femmes comme aux hommes et comment le système pénitentiaire entretient et favorise des conditions pour créer en fait une certaine classe de criminels et de déviants? Donc je disais tout à l'heure, en France, on est enfermé quand on est prisonnier ou prisonnière 22 heures sur 24 en cellule. Donc 22 heures sur 24 en cellule, c'est la norme. Dès qu'on passe en surpopulation carcérale, donc qu'il y a trop de détenus par rapport au nombre de places normalement prévues dans la prison, on passe à ce qui s'appelle le régime de la promenade unique. Et du coup, on n'a plus qu'une seule promenade d'1 heure au lieu de 2 heures de promenade dans la journée. Donc on passe à 23 heures sur 24 d'enfermement en cellule. Donc ce qui est... la norme dans énormément de prisons maintenant, donc c'est la promenade unique. Donc soit 22 heures sur 24, soit 23 heures sur 24, puis ensuite une promenade, ou deux. Donc ça, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Les heures d'atelier qui peuvent être proposées, les heures de travail, etc., en général, ne sont pas censées tomber sur les heures de promenade. Donc ça fait des heures en moins en cellule. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que voilà, quand on est détenu, on veut travailler absolument. Il y a des listes d'attente longues comme pas possible, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas travailler, parce qu'il y a peu de place. Mais voilà, il y avait une vraie recherche de sortir de cellule en allant en atelier ou en travaillant. Ensuite, tous les repas sont pris en cellule. Ça, c'est pas comme dans les séries, etc. Donc voilà. Après, sur le nombre de détenus par cellule, ça varie selon le type d'établissement dans lequel on est. En maison d'arrêt, c'est là où il y a la surpopulation carcérale. Donc on peut être 2 minimum, 3, voire 4 dans 9 mètres carrés. Donc du coup, le nombre de personnes par cellule, ça va dépendre donc de l'établissement pénitentiaire dans lequel on se trouve. Donc il y a des maisons d'arrêt, des centres de détention et des maisons centrales. Ce qui les différencie, c'est pourquoi est-ce qu'on est là, en gros combien de temps on va rester là. Les maisons d'arrêt, on est censé, c'est théorique, y trouver que des personnes qui sont là pour moins de 2 ans et les personnes qui sont en attente de leur jugement, donc en détention provisoire. Les personnes en détention provisoire, sur l'ensemble de la population carcérale, donc sur 71 800 personnes, ça représente environ 28-30%. Donc c'est énorme. En fait, un tiers quasiment des gens en prison ne sont pas encore jugés et donc présumés innocents. Ils sont en moyenne entre 2 et 4 ans avant leur procès. Voilà. Donc on peut passer 4-5 ans en détention provisoire en étant présumé innocent. Voilà. Donc en maison d'arrêt, en fait, c'est pourquoi est-ce que c'est là qu'on a la surpopulation carcérale ? Parce que les maisons d'arrêt concentrent les 2 plus gros chiffres de la population carcérale. Donc les détentions provisoires et les peines de moins de 2 ans. Je crois que ça fait plus de 60%. Donc voilà, c'est assez énorme. Et donc là, on peut être... on n'est jamais moins de 2 par cellule, et on peut être 3, on peut être 4. La moyenne, c'est 3. 3 dans 9 mètres carrés, en sachant qu'il y a donc une table, 2 chaises, le lavabo, les toilettes, et le lit superposé. En général, un petit frigo si on a pu s'en louer un. En fait, il reste très peu d'espace vital pour se mouvoir, etc. Donc, par exemple, au moment des repas qui sont pris en cellule, il faut faire à tour de rôle. Tout le monde ne peut pas être assis à la table. Donc, il y en a un qui va manger sur sa couchette, il y en a un qui va manger à la table, puis après on échange, machin, enfin voilà. Tout le monde ne peut quasiment pas être debout en même temps quand on est 3 dans une cellule. Si on ne travaille pas ou qu'on n'a pas d'atelier, c'est ça 22 heures sur 24. En fumant à l'intérieur et en ayant les toilettes à l'intérieur. Voilà, c'est censé être interdit, mais la cigarette est tolérée et il y a énormément de drogues, notamment de shit qui circulent en prison, et ça sent le cannabis dès qu'on rentre dedans. C'est assez toléré.
Voilà. Ensuite, par rapport au rapport avec les surveillants et les surveillantes, il y a une situation qui est créée par le fait que certains sont enfermés, d'autres ont les clés, qui fait que de base, ça peut pas aller, quoi. Enfin, je veux dire, il peut pas y avoir des rapports sains à partir du moment où on a beau être la meilleure personne du monde tout en étant surveillant pénitentiaire, on a les clés qui enferment quelqu'un 22 heures sur 24. Il y a la problématique du pouvoir aussi, du petit chef, le syndrome du petit chef, parce qu'en fait les surveillants pénitentiaires sont majoritairement des personnes quasiment issues des mêmes couches de la société que les personnes qui sont détenues. Pour être surveillant pénitentiaire, on a besoin que du brevet et de passer un concours qui est relativement facile. Il y a très peu de personnes qui le font par vocation. Bon, il y a des dynasties de surveillants pénitentiaires, de père en fils, etc., machin. Il y a des anciens militaires, des anciens flics, voilà. Mais majoritairement, c'est des personnes qui savent pas trop quoi faire, et voilà, on est fonctionnaire, on a la sécurité de l'emploi, entre guillemets, on a un salaire fixe, voilà. Donc en général, c'est toujours un peu compliqué, mais on peut... le contexte fait qu'on peut facilement développer ce syndrome du petit chef, d'avoir un peu de pouvoir à cet endroit-là de sa vie. Malheureusement, ça se répercute sur d'autres personnes humaines, quoi. Comment ça se manifeste ? Alors du coup, il y a beaucoup de violences de la part des surveillants. Il y a des violences entre détenus aussi, parce qu'on pète des câbles quand on est enfermé autant de temps et traité comme des moins que rien, quoi. Donc du coup, il y a des violences entre détenus, mais des violences aussi exercées par les surveillants sur les détenus. Les violences aussi de détenus envers les surveillants existent, mais moi, quand j'intervenais en détention, on m'a énormément rapporté de comportements violents de la part de surveillants. Donc ça met du temps, le temps que la confiance s'installe. Mais un homme détenu que je connaissais pas est venu me trouver et m'a montré ses ecchymoses sur les bras, sur le torse et les jambes, en me disant qu'il s'était fait tabasser par des surveillants parce que en fait il voulait aller à l'infirmerie pour faire constater le viol qu'il a subi par un autre surveillant. Et en fait, pour empêcher que les lésions du viol soient constatées, ils lui ont interdit l'accès à l'infirmerie en le tabassant, en le menaçant, en lui disant tu ne retournes pas à l'infirmerie, et ils l'ont laissé aller à l'infirmerie que 2 semaines après les faits, une fois qu'il n'y avait plus d'ecchymose et qu'il n'y avait plus de traces possibles de l'agression, quoi. Donc il y a beau avoir des caméras absolument quasiment partout, il n'y en a pas dans les cellules. Donc en général, les violences, elles ont lieu dans les cellules. Quand on entend parler de suicide en prison, nous, quand on entend ça et qu'on sait comment ça se passe, on parle toujours de mort suspecte. Quand notamment, il y a beaucoup de morts et de mortes en prison au mitard, donc au quartier disciplinaire. Le quartier disciplinaire, c'est très très difficile de se suicider. Parce que les seuls meubles qu'il y a, donc un lit, une chaise et une table, sont scellés au sol. On a des draps déchirables pour pas pouvoir se pendre. Et on n'a rien, on n'a pas ses affaires personnelles. Donc du coup, c'est très difficile de se suicider. Donc en général, quand il y a des personnes qui sont retrouvées mortes là-bas et qu'on dit que c'est un suicide, quand en plus il y a les détenus des cellules d'à côté qui te disent qu'ils ont entendu du raffut pendant une demi-heure quand les surveillants sont passés donner à manger, très souvent en fait ce sont des meurtres. Donc voilà, on est vigilant par rapport aux qualifications de suicide par rapport à ça. Alors qu'il me semble que les chiffres, c'est 7 fois plus de suicides en cellule et que dans le reste de la société, et 49 fois plus au mitard que dans le reste de la société. Ouais. Du coup, il y a beaucoup plus de suicides, comptabilisés comme suicides, en tout cas en prison et au mitard, que dans la population extérieure. Après, j'avais vu une étude qui relativisait quelque peu ces chiffres, qui les affinait en tout cas. Et en fait, les 7 fois plus de suicides en prison que dans la population extérieure, en fait, c'est réduit si on fait une étude sociologique de qui est en prison et de la population extérieure. En fait, si on prend cette même catégorie de personnes précaires qui vivent en périphérie et racisées, en fait, on arrive à un chiffre bien moindre, en fait, à quasiment le même taux de suicide.
Voilà, parce que la prison visant des personnes précarisées, racisées, voilà, ce sont des personnes qui déjà dans la population en fait extérieure se suicideraient plus en tout cas que la population blanche, quoi. Mais le mitard. Par contre le mitard, oui. Mais le mitard, en fait, il y a beaucoup de suicides où enfin, moi, je reste sceptique, quoi, d'après ce que j'ai entendu. Le mitard, en gros, c'est c'est le quartier disciplinaire. C'est un endroit où on peut être envoyé 30 jours d'affilée maximum. Mais autant de fois que possible, que veulent les surveillants. C'est-à-dire qu'on peut faire 30 jours au mitard, une journée en cellule, puis 30 jours au mitard, puis une journée en cellule. Enfin, c'est possible. Ça arrive peu, mais c'est possible. En gros, c'est une sanction disciplinaire pour ne pas avoir respecté, du coup, les règles de la prison. Ça peut être... c'est décidé par les surveillants. Approuvé par la hiérarchie, mais c'est décidé par les surveillants. On peut aller au mitard parce qu'on a insulté un surveillant. Qu'est-ce que ça veut dire insulter un surveillant ? Qui sait si la personne a vraiment insulté un surveillant ? Pour avoir été arrogant. Donc voilà, c'est des choses aussi très subjectives et souvent il n'y a pas de trace. Donc du coup voilà, le mitard c'est donc cette sanction là, et du coup contrairement à l'isolement c'est censé être pour la protection soit d'une personne, soit des autres détenus, soit de la prison, quoi, du fonctionnement de la prison. L'isolement c'est pas une sanction, enfin c'est perçu comme n'étant pas une sanction mais de la protection. Donc du coup à l'isolement on continue à avoir accès au travail, théoriquement, aux ateliers, aux parloirs, enfin voilà. Donc voilà, le mitard, c'est censé être c'est une vraie punition. On n'a rien, on n'a accès à rien, et donc c'est un endroit assez obscur où il peut se passer toutes sortes de choses, quoi. À partir de là, on est seul en cellule, il n'y a pas de caméra dans les cellules, et si en plus t'es là pour quelque chose, un rapport avec un surveillant, que ce soit une insulte, de l'arrogance, de la violence, les surveillants se vengent leurs collègues en général, ou se vengent eux-mêmes. Et oui, donc cet ancien détenu, je disais, donc m'a rapporté une pratique en me disant, oui, habituellement au mitard, c'est ultra violent, il y a des morts au mitard et puis on te tabasse, quoi. La pratique habituelle, c'est ça, c'est d'être tabassé au mitard. Ça fait partie un peu du truc, ou alors même quand on t'emmène au mitard, donc on te transporte, on t'attache, etc., on te porte dans les escaliers, tout ça, on fait exprès de te cogner contre les murs, de te faire tomber dans les escaliers, enfin ce genre de pratique-là, et puis ça passe pour, ah oui, mais il s'est débattu dans le transport, donc voilà. Après, il y a aussi des personnes qui me parlaient de très très bons rapports dans certains établissements avec certains surveillants, qui sont en fait quand même toujours des rapports temporaires et soumis à l'arbitraire. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la tolérance pour le shit, pour le cannabis en prison. Il le tolère, mais si un jour il y a un surveillant qui décide de plus le tolérer, il sait très bien qui fume. En général, c'est lui qui l'a vendu. Donc il sait très bien à qui est-ce qu'il l'a vendu. Pareil pour les téléphones. Pour les téléphones portables, il y a une grosse tolérance, mais en général, les surveillants savent très bien qui en a. Et donc il suffit d'aller fouiller la cellule de la personne et ensuite de l'emmener au mitard. Donc en fait, ça peut se retourner, toutes les tolérances en fait peuvent se retourner contre toi à un moment donné. Ou par exemple, créer du lien avec un surveillant. Si un jour, en fait, il est jaloux parce qu'il apprend ceci, cela, machin, ça se retourne contre toi. Donc voilà, tous les trucs de tolérance et quand ça se passe à peu près bien, etc., ça peut nourrir des jalousies d'autres surveillants qui du coup vont se venger, machin. Enfin, c'est très très compliqué. Même quand c'est pas des surveillants foncièrement violents ou quoi. Et il y a aussi le truc, t'as beau être un bon gars, tu vois tes collègues tabasser quelqu'un, quelle est ta marge de manœuvre ? C'est un métier de corps. T'en as besoin pour bouffer de ce métier, t'es fonctionnaire, tu peux pas trop parler, quoi. C'est comme dans la police, c'est comme chez les militaires, c'est des métiers de corps. T'es sous serment d'aider tes confrères, tes collègues, tout ça. T'es sous les ordres de ta hiérarchie qui est hyper stricte. En fait, tu peux pas trop dénoncer quoi que ce soit parce que sinon, tu vas te faire... juste muter, laminer, stigmatiser, voilà. Et il y a un surveillant comme ça qui est parti, qui a démissionné et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Moi, Maton, j'ai brisé l'omerta ». Et parce qu'il en pouvait plus en fait de voir tous ces abus de ses collègues et de ne pas parler. C'est assez horrible ce que tu décris. Justement, en fait, on parle souvent d'améliorer les conditions de détention, d'humaniser en fait une prison. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces discours-là ?
Ouais, alors du coup, c'est un truc dont on avait beaucoup parlé quand j'étais au Génépi, avant de se positionner clairement à la dernière Assemblée Générale comme étant une association anticarcérale. C'est qu'en gros, on schématisait avec deux mouvements, les réformistes et les anticarcéraux, avec une visée abolitionniste de la prison. Pour moi, ce que j'en pense, et du coup, aujourd'hui, c'est la ligne un peu officielle aussi du Génépi, j'en suis ravie, c'est que, en fait, le système carcéral en lui-même dysfonctionne. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bavures, ces violences, ce ne sont pas des dérapages, c'est un système organisé qui fonctionne comme ça, les surveillants sont formés comme ça, et en fait, ça ne peut pas être autrement. Sur la surpopulation carcérale, construire des places de prison, ça ne résout pas la surpopulation carcérale. Depuis les années 80, on a doublé le nombre de places de prison. On est au même taux de surpopulation, alors qu'on a doublé nos places. Et depuis les années 80, depuis cette même date, la délinquance, le taux de délinquance dans la population n'a pas bougé. Donc en fait, on enferme plus, alors qu'on ne commet pas moins d'infractions, et on a toujours le même taux de surpopulation. Donc plus on construit, plus on enferme, en fait. Oui, et la population n'a pas doublé. Bon, elle a augmenté, mais elle n'a pas doublé. Donc du coup, construire des places de prison, des plus belles prisons, des plus grandes prisons, des plus grandes cellules, c'est pas ça qui change la question de la surpopulation. Tout ce qui est conditions matérielles de la détention, on peut dératiser, on peut faire des prisons confortables, on pourrait, si on mettait l'argent, on pourrait dire, voilà, c'est une question de moyens, comme dans plein d'institutions, etc. Ça changerait pas la cassure psychologique et humaine qu'est la prison. Ça changerait pas les rapports de violence, de domination des surveillants et sur les prisonniers et prisonnières. Ça changerait pas la destruction qu'est la prison, en fait. Un passage par la prison, ça te détruit. Là, on n'a pas développé, mais tu vois plus ta famille, t'as pas de rapport sexuel, la sexualité est interdite en prison, les rapports sexuels que t'as sont très souvent non consentis ou non protégés. Il y a beaucoup plus de VIH, de virus du sida dans les prisons que dans la population extérieure. Tu perds du muscle, t'as des carences, tu perds la vue, tu perds l'ouïe, tu perds l'odorat. Parce qu'en fait, tu vois jamais plus loin que 3 mètres devant toi. Donc, en fait, tu as la vue qui baisse énormément en prison. Tu perds tes dents. Tu chopes 1 milliard de maladies. Tu dors avec des puces de lit pendant des années. Voilà, c'est sur la santé, que ce soit physique, mentale, sexuelle, c'est une catastrophe. Et même si on améliorait les conditions de détention, en fait, la prison, dans son fonctionnement même, dans sa conception même, qui est la privation de liberté, qui va en fait bien au-delà, qui te prive de toute humanité, ne peut pas être plus humaine. Pour moi, c'est impossible. Et donc, à lutter en se disant oui, mais à court terme, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent entendu, à court terme, vu que là, il y a des gens en prison et qu'on va pas fermer toutes les prisons là demain, il vaut mieux déjà que ces personnes soient dans des meilleures conditions matérielles, ne vivent pas avec des rats et des puces de lit, voient leur famille, etc. Donc je pense que le problème avec ces réflexions-là, c'est qu'en fait, ça cache le problème fondamental, ça cache le dysfonctionnement du système. Et en fait, plus on cherche à humaniser, plus on légitime l'existence même de la prison, en fait. C'est-à-dire que la prison, c'est assez récent, en fait. Le système carcéral tel qu'il existe aujourd'hui et le recours de la justice à la prison, c'est assez récent. C'est 17-18e siècle. Avant, c'est même au XVIIe siècle, on avait recours à des peines infamantes, à des exécutions publiques, etc., mais on n'enfermait pas les gens. En même temps que sont nées les prisons, le système carcéral, en tout cas, pas les lieux d'enfermement, mais le système carcéral, en même temps est né le mouvement de réforme. Le mouvement de réforme, ça n'a rien de novateur, ça n'a rien de révolutionnaire, ça existe depuis que les prisons existent. Et en fait, je suis persuadée que c'est ce qui a fait que la prison existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, si on croit
que c'est possible de faire mieux en conservant la carcasse et les fondements du système, dans ce cas-là, on perpétue le système et on fait qu'il s'installe encore plus, qu'il s'ancre encore plus et qu'il est de plus en plus valable. En fait, il est validé. Donc pour moi, être réformiste par rapport à la prison, c'est valider le système même de la prison. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de défendable, c'est pas entendable. Le système même de l'enfermement dysfonctionne et je pense que souvent on nous dit oui, mais alors vous faites quoi à la place? Je pense que moi, en tant que militante anticarcérale, critiquant le système carcéral, je n'ai pas à inventer un nouveau moyen de répression. Je pense même, à titre personnel, qu'il faut aller plus loin que l'abolition des prisons. Il faut viser l'abolition du système répressif et il faudrait une justice axée sur la réparation plutôt que sur la punition et la répression. Il faut une justice qui écoute les victimes quand il y en a, qui se concentre sur leurs besoins et non pas sur la vengeance, la vindicte et la punition. Voilà, du coup, c'est aussi ce qui permet de résoudre ce qu'on nous dit souvent, mais vous faites quoi des violeurs, les victimes de viols, de violences conjugales? En fait, dans des perspectives matérialistes, vas-y, dis-moi, t'as besoin de quoi pour t'en sortir? T'as besoin de suivi psychologique, donc ça coûte cher. T'as besoin de sous pour tes dépenses médicales, pour déménager, pour nourrir tes enfants. Ok, en fait, est-ce que t'as besoin d'un éloignement de la personne qui est ton agresseur? Ok, mais est-ce que t'as besoin que cette personne, en fait, elle soit en prison pour quelques mois? Est-ce que t'as besoin qu'elle soit détruite, etc.? Tu entends oui, en fait, très souvent. C'est normal. Parce que quand tu es concerné par la violence, tu as un lien direct personnel avec ton agresseur. Évidemment que tu veux de la vengeance. Mais est-ce que l'État doit lui-même être dans une logique de vengeance et appliquer ça? Je pense pas que ce soit son rôle. Ouais, si on prend le cas des agressions sexuelles, on entend souvent, quand on voudrait abolir la prison et ce système-là, on se dit, mais toi, est-ce que tu te sentirais en sécurité s'il y avait ton violeur encore dans la rue? Comment est-ce que tu peux cautionner ça? Je pense qu'il y a des réponses que tu peux nous apporter. Oui, effectivement, je pense que personne n'a envie de recroiser son violeur, enfin son agresseur. Le fait est que ça arrive en fait, parce qu'en fait nos agresseurs, pour la plupart, ils sont pas en prison, et quand ils reviennent de prison, ils reviennent potentiellement détruits, comme je disais, et donc du coup la prison ne nous protège pas. Je veux dire, si on mettait en prison tous les violeurs, dans ce cas-là, le plan Macron, c'est pas 15 000 places de prison qu'il faut faire. Il en faut beaucoup plus, il en faut des millions, parce qu'en fait, les violeurs, ils sont nombreux. Et puis, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on accepte que nos amis, que nos ex, que notre mec, notre père soient en prison, quoi. Donc, et voilà, qu'est-ce que c'est que cet agresseur... Alors quand ça nous est arrivé et que on a l'agresseur en face de nous, on peut être dans un truc de se dire oui, je veux qu'il aille en prison. Souvent déjà on ne sait pas ce que c'est la prison. On se dit au moins comme ça moi je vais être sûr de pas le recroiser, mais en fait il sort et puis voilà, encore faut-il que notre agresseur aille en prison. La plupart des agresseurs sont dehors, ne sont pas en prison. Quand ils y vont peu de temps, et en fait même quand ils y vont, même s'ils y allaient longtemps, ça les détruit, et c'est pas ça qui... En fait, croire que la punition va apporter de la reconnaissance et va répondre aux besoins des victimes, je pense que c'est se voiler la face en fait. Je pense que c'est ce qui légitime, ce qui permet de légitimer encore et toujours une institution ultra répressive qui en fait permet d'exercer un contrôle de la population et voilà, c'est tout. C'est juste une façon de légitimer ces discours légitimes, cette institution mortifère en fait. Alors peut-être que les autres stagiaires Floraison ont des choses à apporter sur ces institutions mortifères. Moi j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit, merci. Il y a plusieurs choses qui me font réfléchir. Déjà, effectivement, nous aussi, on est allé au tribunal de grande instance et on a vu toutes ces déclarations sur la liberté assez hypocrites. Comme globalement l'univers du droit, en fait,
libres et égaux en droit. Oui, en droit, mais visiblement pas en moyens, pas économiquement, enfin pas dans le reste. Et c'est bien beau dans les textes, mais ce serait mieux dans la réalité. Ce qui me fait rire aussi, c'est que Enfin, rire. Non. Ouais, on se marre bien. Ouais. Mais le symbole de la République française, du début de la République française, c'est quand même l'attaque d'une prison. Ce serait bien qu'on réactualise ce geste, peut-être. Abattre toutes les prisons, et peut-être Makhno aussi et son armée en Ukraine peuvent nous inspirer et j'ai beaucoup aimé ta perspective révolutionnaire de dire j'ai pas envie d'améliorer les conditions de répression, mais de dépasser ce système. Et Makhno avec son armée en Ukraine, quand il libérait un village pendant la révolution anarchiste, il libérait les prisons. Aussi quand tu déclares, quand tu décris comment la machine judiciaire crée des coupables, en fait, avant même le jugement, ça m'a rappelé un bouquin qui est en ce moment aux éditions Divergence, qui s'appelle Radicalisation Express, où c'est un homme blanc qui raconte, jusque-là, il n'était pas confronté à tout ça. Il se rend compte que rien que le procédé, en fait, de la garde à vue, de la détention provisoire, du fait de ne pas pouvoir se laver, le fait d'avoir l'examen psychologique dans une condition d'enfermement, qui fait qu'en fait déjà tu es déjà coupé, exclu du monde, tu as une personnalité d'exclu. Alors encore plus pour des personnes qui vivent l'exclusion sociale d'habitude. Et enfin, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre l'univers de la prison que tu décris, à la fois le législatif, la police et l'administration pénitentiaire, faire un parallèle avec le monde du travail, avec la dictature de l'économie. Donc j'ai fait une petite liste des choses qui m'inspiraient, quoi. Le travail en prison, comme quoi ça devient un privilège de travailler en prison. Ça me fait penser au marché du travail, en fait, à l'extérieur. Donc Pôle emploi, la liste d'attente, même ça peut être un modèle captif, un modèle économique pour cette entreprise. Ils parlent de leur clientèle captive. Je peux pas m'empêcher de faire le rapport avec l'entreprise privée qui a ses propres travailleurs et travailleuses captifs. T'as raison, il y en a un rapport. Pour moi, les différentes institutions, que ce soit, on parlait de la prison, mais que ce soit l'école, la prison, l'entreprise, c'est Foucault et Deleuze qui en parlent bien mieux que moi, mais il faut les lire, mais qui parlent de la société de contrôle. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, on passe de ces murs-là, de la prison, de l'école, de l'entreprise, qui étaient quelquefois palpables. On passe à cette forme-là, mais dématérialisée, encore moins palpable, par la surveillance et le contrôle par la surveillance, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on télétravaille, on fait des visioconférences, on a notre travail sur notre téléphone portable avec les messages qui pop-up en permanence, on a l'école avec tout ce travail, ces devoirs à faire à la maison, où en fait, ça devient quelque chose de... Je sais pas, c'est totalement labyrinthesque, quoi. On se perd dedans et on ne peut pas en sortir, et ça infuse tous les pans de notre vie. Il n'y a plus d'institutions mûres, quoi. C'est en dehors des murs, c'est partout, c'est constamment avec nous. Et en fait, cette répression-là, elle est constante partout. C'est une société faite sur le modèle de la prison. Et donc, on peut rappeler aussi que tant qu'il y a des prisonniers et prisonnières à l'intérieur, nous ne sommes pas libres à l'extérieur. Merci beaucoup Julia pour cette discussion qui était vraiment intéressante et qui permet de mettre à distance beaucoup de préjugés sur le système carcéral et judiciaire. Et c'était très intéressant, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui soutiennent Floraison sur le Tipeee, mais aussi pour tous vos messages que vous envoyez. Partagez ce podcast s'il vous a plu. Ni Dieu, ni maître, ni prison. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff.
it isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, nobody gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.